Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce 48e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant de Parlons RH, et c'est moi qui vais avoir le plaisir cette matinée, ce 20 mai 2021, à animer ce webinaire sur comment améliorer votre score d'égalité professionnelle grâce à une politique d'accompagnement de la parentalité. Pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir de recevoir un expert du sujet, en la personne de Sacha Tikhomirov, directeur général des Petits Chaperons Rouges. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin avec nous pour parler de ce sujet. On va parler RH, on va parler parentalité. Alors voilà l'ordre du jour que l'on vous propose, qui est en fait toujours le même dans les webinaires Parlons RH, à quelques petites nuances près. Sacha va nous dire ce que recouvre le sujet, de quoi va-t-on parler quand on parle de parentalité, d'égalité femmes-hommes. Dans un deuxième temps, on verra en quoi est-ce important de prendre en considération ces éléments-là, tant pour les salariés, les futurs parents ou ceux qui sont déjà parents, que pour l'entreprise et les professionnels RH. Et puis dans un troisième temps, on verra quelles sont les solutions à mettre en place, les différentes solutions possibles. Ce webinaire durera 45 minutes. Vous devez poser même vos questions dans la boîte de chat qui est à votre disposition. N'hésitez pas à faire part à Sacha qui est là vraiment pour ça, pour répondre à vos différentes interrogations. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos retours d'expérience, de vos cas personnels, tant d'ailleurs en tant que jeune parent qu'en tant que professionnel RH. Vous pouvez aussi télécharger la présentation à la fin du webinaire qui vous sera faite. Vous pouvez évaluer ce webinaire et nous vous invitons à le faire parce que ça nous permet d'être dans une boucle d'amélioration, dans une démarche d'amélioration continue. Vous pouvez aussi, à la fin de ce webinaire, émettre quelques critiques ou quelques commentaires positifs ou négatifs. C'est aussi dans une démarche d'amélioration continue. Nous lisons tous les commentaires. Voilà en ce qui concerne l'ordre du jour et les modalités de ce webinaire. Pour commencer, avant de commencer peut-être par cette première question, Sacha, est-ce que tu peux nous dire un petit peu j'allais dire qui es-tu, en tout cas d'où tu viens et surtout, qu'est-ce que sont les Petits Chaperons Rouges pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette belle entreprise? Oui, rebonjour à tous. Donc, je suis Sacha Tikhomirov, directeur général France des Petits Chaperons Rouges. Ça fait plus de 20 ans que je suis à des postes de direction générale dans le B2B et dans les services, et en particulier dans des entreprises à réseau. Donc, les Petits Chaperons Rouges, c'est le premier opérateur de crèches privées en France. On opère en direct plus de 440 établissements et on a un réseau de crèches partenaires, ce qui fait qu'on couvre la France avec 1800 crèches. On a plus de 5000 collaborateurs professionnels en crèche qui s'occupent d'enfants et qui s'occupent de leur accueil et de leur éveil. Et on est vraiment un acteur majeur du développement de l'éveil et du social en France. Super. Alors, je vois 1800, c'est ça, 1800 crèches. Ça représente combien d'enfants, si tu as le chiffre? Alors, on accueille en France à peu près 20 000 enfants par an. Et il faut bien avoir en tête qu'accueillir 20 000 enfants, ça représente 1% d'une classe d'âge. Donc, tous les ans, on a la responsabilité, et c'est notre responsabilité et aussi notre fierté, d'accueillir 1% d'une classe d'âge en France, qu'en général, on suit pendant les 3 ans, jusqu'au moment où ils rentrent. Vous suivez pendant 3 ans maternelle. 1% des enfants français. Oui. Des enfants en France. Ouais. Et c'est pour ça que l'importance de notre cadre pédagogique est vraiment clé, parce qu'on les prépare à la maternelle, et en relation avec ce qui a été lancé par le président Macron sur l'approche des 1000 jours, on est complètement au cœur des 1000 jours et de ce qui structure les enfants et les citoyens de demain. Ok, bon, donc un vaste réseau très, très important. En termes d'entreprise, vous couvrez quoi comme type d'entreprise? Plutôt les grandes? Je suppose que les crèches privées d'entreprise, ça s'adresse plutôt aux grandes entreprises ou ça s'adresse à qui? Ça s'adresse en fait à toutes les entreprises. Et il y a un des mythes qui est que la crèche d'entreprise s'adresse aux grands groupes du CAC 40 et aux multinationales. Bien sûr, on a des clients, on est très présent parmi le CAC 40, mais on a la majorité de nos clients qui sont des indépendants, des entrepreneurs. On a beaucoup de pâtissiers, de boulangers, de médecins, de pharmaciens, de professions libérales qui ont besoin
de places en crèche qui souhaitent pour leurs enfants. Comment ils font? Pardon, je te coupe, on est là, et puis après on va passer sur le webinaire, mais c'est important, à mon avis, de comprendre comment. Pardon, peut-être que j'anticipe d'ailleurs sur la suite. Comment un indépendant, une TPE, une PME peut se payer la création d'une crèche? Il ne crée pas une crèche, hein, c'est terminé, ça c'était il y a 20 ans. Je suis totalement has-been. Il y a 20 ans, les entreprises créaient leur propre crèche. Maintenant, on réserve une place dans une de nos crèches à proximité de son domicile, si on est indépendant, à proximité du domicile de ses collaborateurs. Et donc, la réservation d'une place en crèche, on le verra, ça coûte pour l'entreprise à peu près 200 € par mois. Et quand on verra en fonction des bénéfices, ça reste tout à fait acceptable pour l'immense majorité des entreprises en France, y compris en période Covid. Bon, désolé de mes questions de néophyte, mais le sujet est particulièrement intéressant. Donc, donc un grand groupe de crèches privées qui adresse du charcutier de quartier jusqu'à la grande entreprise internationale. Absolument. Non pas pour créer une crèche d'entreprise, mais pour y avoir une place. Exactement. C'est bien ça. Et on a un spécialiste des prestations de services, notamment en B2B, avec nous. Donc, je suis très content de pouvoir animer ce webinaire avec toi. Alors, dans quel contexte, en fait, de quoi va-t-on parler quand on parle de parentalité et d'égalité homme-femme? Alors, il y a un constat qui est fait en France, et en particulier les professionnels RH sont en première ligne sur le sujet, c'est l'égalité homme-femme. Et quand on regarde, et je pense que tous nos auditeurs aujourd'hui peuvent le constater, en démarrage de vie professionnelle, il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Si on prend des jeunes diplômés qui peuvent sortir d'un BTS, d'un CAP ou d'études supérieures, quand ils démarrent leur vie professionnelle, ils démarrent au même poste, au même salaire. Et en fait, l'écart commence à se creuser en général au premier enfant. Et il est le plus massif au premier enfant. Et c'est pour ça que je partage avec vous cette statistique sur le slide. 84% des femmes estiment que la maternité a un impact négatif sur leur carrière. Et on voit que 50% d'entre elles, post-maternité, adaptent leur relation au travail, le temps qu'elles y passent, alors qu'il n'y a que 6% des hommes. Donc on voit que le décalage chez l'enfant. Donc si on se pose la question de comment maintenir et promouvoir l'égalité homme-femme, il faut absolument regarder ce sujet et faire en sorte que ce premier enfant limite le décalage. Il y a François Bayrou qui a sorti un rapport, je crois, sur le taux de fécondité en France. En fait, je ne sais pas si dans son rapport, je ne l'ai pas lu, il y a la prise en compte de cette, j'ai envie de dire, dynamique d'inégalité. En fait, c'est-à-dire que ce que tu évoques, c'est que la maternité est un facteur explicatif d'une partie du plafond de verre. C'est un des facteurs. Dans le rapport Bayrou, il ne le cite pas précisément, mais si on fait une toute petite digression, il explique bien que le modèle social français est construit sur une pyramide des âges qui est une forme de pyramide et qui a besoin d'une dynamique nataliste. Si on n'a plus de dynamique nataliste, on ne peut pas payer les services sociaux, la nation ne peut pas payer les retraites qui sont par répartition, on ne peut pas payer la Sécu. Donc il est très en faveur d'un développement de politique nataliste et donc évidemment tous les éléments de la petite enfance, y compris les modes de garde, dont les crèches, mais ce n'est pas le seul, mais dont les crèches. Donc il essaye et il a mis en avant vraiment un déficit chronique qu'il faut essayer de résoudre et qu'on a du mal en France à résoudre. Donc, en fait, je ne pensais pas qu'on allait avoir un propos macroéconomique et sociétal. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on voit bien là aussi le rôle de l'entreprise dans une dynamique plus sociale. Quand on parle de RSE, de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, en fait, on voit bien la contribution potentielle de l'entreprise presque au modèle social français, tel que tu viens d'évoquer. On a une première question et je vous invite à continuer à nous en poser alors qu'elle était sur le slide précédent. Donc, un petit feedback, enfin un léger retour en arrière. Est-ce que vous avez des clients dans le secteur public? Bien sûr. Alors, on a deux types d'interventions dans le secteur public. On opère des délégations de services publics pour des organismes ou pour des crèches. On vient juste d'ouvrir la crèche du CHU de Reims, qu'on opère pour le CHU, donc en horaire élargi. On démarre à 6 h du matin, on finit après 20 h. Et on l'opère pour les personnels de soignants. C'était particulier parce qu'on l'a ouvert le premier jour de ce 3e confinement. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément très important, on a beaucoup
d'organismes publics et de mairies qui réservent des places dans nos crèches à nous. D'accord. Dans nos crèches privées, directement. Pour leur personnel? Pour leur personnel. Pour le personnel administratif, on peut parler de la Défense, on peut parler de la mairie de Paris, on peut parler de différentes mairies, différents organismes. Donc voilà, c'est bien. La réponse est oui. Mais... Et un grand oui. Non, mais longue réponse, mais oui, absolument. Non, c'est très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Encore une fois, Sacha est là pour y répondre et répondre à tous vos commentaires et retours d'expérience, voire même vos problèmes, hein, tout simplement, savoir comment faire pour gérer tel ou tel sujet. Alors, deuxième grande question de ce webinaire, sur lequel on peut prendre un petit peu plus de temps, c'est en quoi, évidemment, est-ce important? Alors, ça peut paraître normal, mais pas forcément, donc je pense que c'est important de le refactualiser. Quels sont les bénéfices pour l'entreprise? Quels sont les bénéfices pour les professionnels RH et plus largement pour la fonction RH? Alors, juste quelques chiffres à partager avec vous pour replacer le contexte et ses enjeux. On a à peu près 1 million de futurs salariés, hein, hommes et femmes, qui cherchent des modes de garde tous les ans. Donc, ça représente quand même un chiffre considérable. On a 45% des femmes qui, quand elles sont en télétravail, assurent une double journée. Et une statistique intéressante, c'est un parent en télétravail consacre plus de 2 heures par jour pendant son télétravail à s'occuper de son enfant. Et tous ceux qui nous écoutent et qui ont essayé de télétravailler avec un enfant entre 6 mois et 3 ans savent que c'est l'enfer. Donc, il y a donc une baisse de productivité et de concentration et d'impact sur l'entreprise et sur la qualité de vie au travail qui est vraiment majeure. Pourquoi l'entreprise a un rôle à jouer? Parce qu'il y a un déficit chronique de places en crèche en France qu'on estime entre 250 et voire 360 000 suivant les différentes études. Mais je partage avec vous là, le chiffre minimal qu'on trouve qui est de 230 000 places de crèche. Et 50% des parents n'auraient pas obtenu place de crèche s'ils n'auraient pas eu l'aide de leur employeur. Donc, c'est vraiment un point majeur pour accéder et se décharger de cette problématique, j'ai envie de dire, qui est de trouver un mode d'accueil et d'éveil de son enfant afin d'être serein dans son cadre professionnel et de pouvoir être complètement investi dans son cadre professionnel. Je vous invite dans le chat si vous avez stressé pour une place de crèche, à le mettre. En tout cas, moi, ça a été mon cas et je pense qu'effectivement, c'est un petit peu généralisé. On a une question, et alors on va continuer à les prendre, ça me semble intéressant, même si ça coupe légèrement le propos. Comment gérez-vous humainement les places d'urgence? Alors, peut-être, ça c'est Grégory qui pose la question. Je ne sais pas ce que sont les places d'urgence, mais peut-être que toi, ça te parle. Faudrait qualifier. Non, nous, ce qu'on appelle, parce qu'on a comme tous les métiers, on a notre jargon technique. Les places d'urgence, c'est quand il y a une demande urgente, typiquement quand un de nos clients, à l'un de ses collaborateurs, dont la nounou est absente, par exemple pour cause de Covid, il nous appelle, il dit on a besoin de telle personne à telle réunion absolument aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, nous, et ça c'est notre flexibilité et notre savoir-faire, on met tout en œuvre pour trouver ce qu'on appelle une solution d'accueil d'urgence. Dans la journée, on va trouver une solution pour la personne. Ce n'est pas du long terme, c'est du court terme, mais pour permettre à la personne, au collaborateur, d'avoir sa solution dans la journée. C'est ça qu'on appelle l'urgence. C'est de l'accueil au jour même ou pour le lendemain. Ça, vous êtes en capacité de gérer au jour même pour le lendemain? Oui, avec 13 000 places de crèche et un réseau de 1800 crèches, c'est notre savoir-faire et c'est tout, j'ai envie de dire, la fierté de nos équipes commerciales de trouver des solutions. Ça, c'est l'urgence, on va dire, ponctuelle. L'urgence ponctuelle. Est-ce que vous avez des urgences pérennes, si je peux dire? C'est-à-dire que tout d'un coup, parce que tu viens de citer en fait le Covid, et ça m'intéresse. Faisons une grosse parenthèse, peut-être 2 minutes, sur comment vous avez géré le Covid. Moi, j'ai entendu le fait que les décrets ne soient pas publiés, on a le droit de fermer les crèches ou pas, mais surtout les assistantes maternelles, je suppose qu'elles-mêmes, elles sont tombées aussi. Comment vous avez pu gérer cette crise? Alors, ça a été opérationnellement évidemment complexe, mais les équipes ont été fabuleuses. On a lancé auprès de nos clients un service qu'on a appelé accueil 100% garanti. Ce qui veut dire que si on a une section en crèche ou si on a une crèche qui doit être fermée parce qu'il y a une personne qui est cas contact, et ça arrive tous les jours, on garantit à l'ensemble de nos clients et des familles de leur trouver une solution de substitution dans une crèche à proximité.
Et ça veut vraiment dire qu'on a une équipe qui regarde tous les matins quelles sont les situations de chaque parent. Et la crèche ne sera peut-être pas à 5 minutes de la maison, sera peut-être à un quart d'heure, mais on va trouver une solution. Et ça permet comme ça d'être absolument flexible et de garantir encore une fois l'accueil pour tous les collaborateurs. Et les entreprises, on a vraiment eu un feedback extrêmement positif parce qu'on a tous été confrontés à ces situations-là. Mais grâce à la densité de notre réseau et à notre nombre de places, on arrive à trouver des solutions. Générateur de sérénité. Exactement. C'est ça un peu ce que j'entends. Alors, justement, toujours sur la partie bénéfices, hein, on a vu effectivement qu'il y avait une inégalité croissante, en tout cas existante, croissante, je ne sais pas, mais en tout cas existante liée à la maternité, qu'il y avait du stress, d'évoquer le télétravail, et qu'il y avait un enfant dans les pattes, c'est évidemment extrêmement compliqué. Quels peuvent être les bénéfices pour les RH d'avoir une place en crèche pour les salariés? Alors ce qu'on constate, hein, c'est que, encore une fois, dans la dynamique d'égalité homme-femme, s'il n'y a pas de mode de garde, il n'y a pas de retour au travail. Donc d'avoir un mode de garde rapide, ça permet un retour au travail plus rapide. Si vous allez, qu'on vous dit que vous avez une place de crèche dans 6 mois, vous êtes 6 mois à la maison, à moins d'avoir trouvé l'accueil informel avec la grand-maman ou la nounou. Mais ça, c'est la première chose. Donc, retour au travail plus rapide, dit reprise de l'activité professionnelle, on rentre dans le cycle, on ne rate pas les promotions, on reste dedans. Deuxième élément, c'est la charge mentale. Et là, on s'adresse à un personnel RH, donc qui sera particulièrement sensible à ça. Quand vous arrivez au travail, vous devez pouvoir être complètement concentré sur votre journée professionnelle et de savoir que vous êtes dans des mains de professionnels qui sont une équipe. Donc, si jamais il y en a une qui est absente ou autre, il y a une équipe derrière qui s'occupe de l'accueil et de l'éveil de l'enfant. C'est pas du tout la même chose que de se dire, oh là là, peut-être que ma nounou va avoir le Covid, peut-être qu'elle va m'appeler ce matin, je vais peut-être avoir un problème, ou alors il faut que je rentre à 6 heures pétantes parce que voilà, elle a quelque chose à faire. Non, il y a de la flexibilité derrière. Et on s'aperçoit que ça réduit en fait l'absentéisme. Aussi au niveau, en particulier des mamans, même si on voit de plus en plus les papas qui s'occupent des enfants, quand à 6 heures il faut remplacer la nounou et qu'il y a les 2 réunions qui durent, d'après vous, qui rentre et qui sort de sa réunion? Voilà, vous avez la réponse. Donc, je voudrais bien dire à mes femmes, mais je sais que la réalité est un petit peu différente et mon cas personnel n'est pas non plus très représentatif. C'est plus les femmes. On voit des papas, mais c'est quand même plus les femmes. Hein. Et dans les autres éléments, on a parlé du travail, du télétravail rapidement. Ensuite, on s'aperçoit aussi que c'est un service qui permet d'attirer les jeunes talents, en particulier les femmes. On est sur un marché du travail dans certains secteurs dans lesquels il y a un déficit de talents féminins. Vous voulez attirer des jeunes talents féminins, c'est un élément clé. On peut prendre en particulier la tech. Oui, tu m'évoquais justement avant de ce webinaire, on prenait un petit café et tu m'évoquais le fait que vous rencontriez un succès auprès des startups. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et développer un petit peu? Oui, on pense beaucoup aux grandes entreprises, mais les startups ont une population et doivent attirer une population jeune. Elles cherchent, pour certaines, à féminiser leur population, en particulier dans les métiers de l'informatique, de la tech, de la cybersécurité, et elles ont du mal. Et c'est un argument extrêmement important. On vient juste de signer un partenariat avec Vestiaire Collective. Criteo est un de nos clients historiques. Donc, on voit bien que pour ce type d'entreprise, ce type de service est absolument clé compte tenu de la typologie de leurs collaborateurs. Ça, en fait, dans les problématiques de marque employeur et d'attractivité de filières, même de métiers, de pénurie de compétences, on est là avec un outil extrêmement performant de féminisation potentielle, en tout cas d'attractivité d'un personnel féminin. Et en tant que marque employeur, on s'est rendu compte qu'il y avait l'impact direct, donc la personne, le jeune parent, papa ou maman, qui bénéficie de la place en crèche, mais il y a un effet de halo et d'image sur l'entreprise de ceux qui ne sont pas parents, mais qui l'ont été, qui ont connu les difficultés ou qui vont l'être, qui est extrêmement fort. Parce que si on prend une population qui est 25-40 maintenant, tout le monde, beaucoup, on va pas dire tout le monde, mais beaucoup se posent la question d'avoir des enfants. Donc, ils sont tous concernés et l'apport que peut faire l'entreprise dans ce domaine-là intéresse toutes ces personnes. Donc, on a vraiment un service qui
effectivement, concerne à peu près 3% des collaborateurs, mais a un impact sur un nombre bien plus 3%, important. c'est le nombre de salariés par an d'un enfant de moins de 3 ans. Voilà, c'est ça en gros. exactement. C'est le nombre de salariés qui vont être concernés par un mode de garde sur une entreprise. D'accord, ok. Mais l'impact sur la marque employeur va être bien supérieur aux 3%. Oui, voilà, s'il y a un effet de halo, d'externalité positive, c'est comme quand on adresse tous les sujets un peu de discrimination, il y a un bénéfice, y compris sur les populations non discriminées. Alors, je voudrais éviter tout amalgame, tout parallèle hâtif, mais ça me semble particulièrement intéressant effectivement, dans une approche systémique de la marque employeur. 10 millions d'achats. On voit l'ensemble des bénéfices là, des places en crèche et de cet accompagnement de la parentalité. On a évoqué les coûts, puis je sais qu'on va y revenir juste après. Je répondrai tout à l'heure. Oui, il y a des questions, mais je vois très bien les questions. On va les adresser une par une. Ne vous inquiétez pas, continuez à nous en poser. Anne, Sénia, Françoise, elles seront bien évidemment traitées. Juste pour finir sur cette partie bénéfices, on voit que en fait, il y a des bénéfices certains, ils sont évoqués là. Il y a aussi, je suppose, des coûts certains, on les a un tout petit peu évoqués. Tout ça, c'est certain, mais les coûts, eux, ils sont très objectifs, ils sont très factuels, ils sont très quantitatifs. Ils sont souvent dans une facture, ça c'est palpable, c'est matériel. Les bénéfices, c'est beaucoup plus difficile de les matérialiser, ce qu'on vient d'évoquer, même si les bénéfices sont très nombreux. Comment est-ce que vous faites pour mettre en exergue cela ? Alors, effectivement, comme beaucoup de sujets RH, il est parfois difficile de quantifier les bénéfices. Je vous ai parlé tout à l'heure du télétravail et le temps que passent les personnes en télétravail qui ont des jeunes enfants à s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils télétravaillent. Avec les clients, avec nos clients, on fait 2 enquêtes de satisfaction par an pour voir un peu quel est le retour des parents. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les parents qui bénéficient du service témoignent que, ils sont plus sereins, ils ont plus de flexibilité horaire, ils sont moins absents parce qu'ils savent que on va s'occuper de leurs enfants. Donc, on a ces éléments-là, mais ils sont vraiment entreprise par entreprise. C'est pas très facile de quantifier dans ce domaine-là. C'est une des difficultés de ce type de service qui a un impact sur la qualité de vie au travail qui est fort, mais qu'on a parfois du mal à quantifier. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de bénéfices, mais la démonstration factuelle, elle est toujours très compliquée au-delà du bénéfice a posteriori des enquêtes de satisfaction en disant… Oui, parce que je ne peux pas vous dire à 6h moins le quart ou à 6h, quand la réunion va se terminer, si la réunion va se durer un quart d'heure ou une demi-heure de plus, si la personne doit partir ou pas, c'est extrêmement difficile de quantifier ce genre d'éléments. Quelle est la charge mentale, quel est le bénéfice Je peux juste vous dire qu'en moyenne, nos clients restent avec nous une quinzaine d'années, donc si vraiment ils ne voyaient pas de bénéfice, ils partiraient. C'est un bon élément. Alors, justement, on va prendre quelques questions. Alors, tant pis si on empiète un peu sur la suite, restons dans l'échange avec vous. Sacha, Anne te pose la question. Vous dites qu'une place en crèche coûte 200 € par mois à l'employeur. Comment faites-vous ce calcul? S'agit-il du prix de la réservation d'un berceau? Alors, je vous propose sur les coûts, on a un slide. Comme ça, il y aura la démonstration derrière. Juste après. Ouais. Alors, on ne supprime pas votre question, Anne. On y répond juste après. Sénia, pourquoi votre modèle économique, c'est peut-être la même type de question, je ne sais pas. Pourquoi votre modèle économique repose sur un partenariat avec l'entreprise plutôt qu'un partenariat avec les parents et la CAF? Cela contournerait le fait que nos entreprises nous refusent ces places, ce partenariat avec une crèche privée. En fait, on a un partenariat tripartite. Il ne faut pas penser qu'on ne travaille qu'avec les entreprises privées. Le modèle, c'est vraiment un partenariat et avec les entreprises et avec la CAF. Pourquoi c'est un partenariat avec la CAF? C'est parce que les parents payent dans nos crèches et dans toutes les crèches privées le tarif réglementé de la CAF. Et pour vous donner une idée, c'est un calcul assez complexe qui est en pourcentage du salaire en fonction des tranches. Mais ça veut dire que pour un parent, une heure en crèche va coûter de 40 centimes de l'heure à un peu plus de 5 €. Chez les petits sergents rouges? Partout. D'accord. Mais c'est le même tarif qu'en crèche municipale, qu'en crèche associative. Okay. Mais vous imaginez bien que quand vous payez 46 centimes de l'heure, même 5 € de l'heure, pour un encadrement professionnel, des lieux spécifiques, y compris les couches, la nourriture, ça c'est le tarif CAF. Donc la CAF, nous, en contrepartie du fait qu'on propose les tarifs réglementés, elle nous donne des aides, mais ce n'est pas suffisant du tout pour couvrir les coûts.
Comparez ces coûts-là au coût d'un plombier ou d'un réparateur automobile, et vous allez voir que le coût de l'heure n'est pas du tout le même. Même le coût d'un babysitting. Si vous prenez un babysitting, vous voyez combien coûte un babysitting. Ça va être 8 à 10 euros de l'heure. Et là, on est parfois sur 46 centimes. Donc, l'équilibre économique, c'est l'ensemble de l'entreprise, plus les parents, plus la CAF. Donc, on est bien effectivement sur une dynamique partenariale tripartite. Et sans ce partenariat avec la CAF, de toute façon, le modèle économique ne pourrait quasiment pas tenir. Ou alors, il ne pourrait pas tenir. Il ne pourrait pas tenir. Dans les pays dans lesquels il n'y a pas de soutien de l'État, et on a la chance en France d'avoir une CAF qui est extrêmement active, une politique nataliste historique. Dans les pays qui n'ont pas ça et où on est dans un modèle 100% privé, les tarifs sont bien plus élevés. Voilà, Senia, pour la réponse. J'espère que ça vous convient. Françoise, te pose la question suivante. En quoi la place en crèche est-elle prise en compte dans les calculs des index? Pour le moment, ce ne sont que des calculs sur la rémunération. Alors, ce n'est pas directement pris en compte dans l'index, c'est un effet indirect qu'on a pu matérialiser, à savoir que s'il y a un accompagnement dans les étapes de parentalité, il y a moins d'écart de rémunération, surtout il y a moins d'écart de promotion. Et donc, ça joue sur la rémunération et sur l'équilibre des rémunérations globales. Donc, c'est un point indirect, mais ce n'est pas directement aujourd'hui dans le calcul de l'index. Ouais, une contribution indirecte à l'index. Il n'y a pas de question, à mon avis, dans l'index sur est-ce que vous avez une crèche d'entreprise Non. Ou pas. Bénédicte te pose la question suivante. Charge mentale, c'est aussi un stress par rapport au nombre de questions sur la capacité à être parent et éducation. Quel accompagnement pour alléger cet aspect aussi? Alors, effectivement, on n'apprend pas à être parent. On n'est pas formé et c'est vraiment un métier spécifique. Nos professionnels ont peuvent être Bac+3 pour accompagner les jeunes enfants. On les accompagne de deux façons, et ça c'est vrai pour l'ensemble des opérateurs de crèches privées. Il y a ce qu'on appelle les moments d'échange, dans notre jargon, les moments de transmission avec les professionnels de crèche le matin, le soir, où elles vont dans un dialogue individuel dire voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je vous conseille. Donc il y a cet accompagnement quotidien qui est fait par nos professionnels. Deuxièmement, tous les opérateurs de crèche, et nous en particulier, on fait des réunions entre les professionnels et les parents et on les accompagne. On a en plus un magazine interne, on a en plus une application qui permet de poser les questions et d'accompagner les parents face à leurs questions, qui peuvent être des questions éducatives. Mon enfant, je ne sais pas comment le gérer. Juste pour vous donner un exemple, on développe dans nos crèches ce qu'on appelle le parler bambin. C'est-à-dire que pour des enfants, avant qu'ils aient l'acquisition de la parole, on leur apprend 10 signes et qu'on apprend aussi aux parents pour dire j'ai faim, j'ai un problème, j'ai besoin qu'on me change. Ce sont des petits signes très simples, mais qui sont avant la parole. Et ça, on l'apprend autant aux parents qu'aux enfants. Donc, on accompagne comme ça. Il faut voir que ce n'est pas juste un mode d'accueil, il y a un mode d'éveil et on accompagne l'ensemble. Parlons bambin. 10 signes clés pour comprendre son enfant avant qu'il parle. On va continuer. J'essaie de faire. Allez-y. Non. Sinon, je vais être inarrêtable. Non, c'est passionnant. Voilà, Bénédicte, sur je sais pas, l'acculturation, l'accompagnement aussi manifestement assez développé et complet sur cet aspect, cet accompagnement de la parentalité auprès directement des parents. Grégory te pose la question. Comment justifier auprès de la direction et des salariés l'investissement financier accordé aux places aux crèches destinées à une population limitée de salariés? C'est intéressant, effectivement, cette question de dire pourquoi les jeunes parents et pas d'autres populations. Moi, je ne suis pas parent, moi, j'aime le sport, je voudrais qu'on m'aide aussi. Ouais, la question, il peut avoir une forme de… on est souvent dans une forme d'égalitarisme et pas forcément dans une forme d'équité. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est une vraie question et c'est souvent une difficulté qu'ont les fonctions RH quand elles proposent ce genre de service. Il faut se rendre compte que l'impact, c'est de promouvoir l'égalité homme-femme. Donc, ça, c'est un point important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres choses, ça ne veut pas dire que ça va être le levier exclusif. On peut aussi, il y a des entreprises qui font des salles de sport, tout le monde ne fait pas de sport. Il y a des entreprises qui promeuvent d'autres avantages sociaux
ça peut être des chèques vacances et autres, qui ne bénéficient pas à tout le monde. Donc, c'est un des éléments. On en parlait tout à l'heure, ça concerne en général, en moyenne, 3% de la population des collaborateurs, mais l'impact va bien au-delà. Parce que quand on réfléchit aux dynamiques natalistes et ce qui fait qu'il y a des freins à la parentalité, l'accès au mode de garde en est un. Donc, ça a un impact indirect sur l'ensemble de la population. Plus, j'ai envie de dire, c'est comme quand on prend des stagiaires, on a un impact sur la société. Notre société ne tiendra, notre nation France ne tiendra que si on a une bonne natalité. Donc, on a aussi un rôle social dans ce domaine-là. Grégory, avec force et conviction, donc pour répondre à la question. Mais c'est vrai que voilà, je pense que dans cette dynamique d'accompagnement de la parentalité, il y a quand même beaucoup de bénéfices. Ce sont ceux qu'on a évoqués notamment tout à l'heure. Je vous propose de continuer, mais je n'oublie pas les questions de Bérénice. Juste une petite la question de Barbara. Est-ce que l'entreprise paye son berceau si elle ne s'en sert pas, n'utilise pas? Non. Donc, c'est clairement, puisque pour une entreprise, on va prendre une entreprise de taille moyenne, 200 salariés, elle va en moyenne avoir 6 collaborateurs concernés par la parentalité. Encore une fois, ça peut être des pairs aussi dans l'entreprise. Elle peut réserver 6 places. Une année, elle va avoir 7 enfants. On va lui trouver de la place pour 7 enfants. L'année d'après, elle en aura 4. Et bon, on ne lui facturera que 4. On ne va pas facturer juste des berceaux qui ne servent pas. On s'adapte complètement. Ok. Oui, j'étais en train de réfléchir à des situations où l'entreprise serait obligée de payer, mais en fait, mais non, en fait. Non, mais s'il n'y a pas d'enfant, on ne fait pas payer. Voilà. Non, on n'est pas sur un forfait mobile fixe. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que. Donc, pareil, Bérénice et Anne, je n'oublie pas votre question. On va les traiter juste après. On va juste un tout petit peu avancer sur quelles sont les différentes solutions. Alors, on a déjà un petit peu évoqué, mais voilà, quelles sont les solutions à mettre en place? Alors, il y a des compléments, évidemment. Le mode de garde est le cœur de la solution, mais il y a d'autres éléments auxquels il faut réfléchir. Par exemple, s'assurer que les hommes prennent bien leur congé paternité, c'est un facteur générateur d'égalité homme-femme à moyen terme dans les entreprises. Ça rejoint, ça fait écho à une des questions de tout à l'heure. Quand on dit organiser des conférences sur la parentalité, des ateliers d'échange, c'est aider les jeunes parents à vivre leur vie de parents pour que ça empiète moins sur leur vie professionnelle. Et ça peut être aussi de proposer des services annexes, encore une fois, peut-être pour des enfants un peu plus grands, qui accompagnent les devoirs, ou des services pour les entreprises en général un peu plus grandes de conciergerie, qui permettent encore une fois de décharger principalement les mères de toutes leurs contraintes et de la charge mentale quotidienne. Organiser des conférences, proposer des services d'aide aux devoirs et mettre en place une conciergerie. Juste, comme vous êtes donc 1800 crèches, c'est ça, 1800 crèches sur toute la France. Avec notre réseau de partenaires, oui. Ouais, donc vous êtes vraiment sur tout le territoire français. Est-ce qu'il y a des différences de ces différents services par région? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence? Je vais être un peu schématique et réducteur, mais est-ce que l'Île-de-France pratique d'une certaine manière et les autres régions françaises différemment? Est-ce qu'il y a un critère de segmentation géographique? Non, ça dépend vraiment de la taille des entreprises. La conciergerie s'adressera à une grosse entreprise, qu'elle soit basée à Nantes, Bordeaux, Marseille ou Paris. Et la TPE aura d'autres enjeux et d'autres besoins, où qu'elle soit. Oui, proposer des services d'aide aux devoirs, je suppose que ça ne se pratique pas non plus dans toutes les petites structures. Non, en revanche, que ce soit les gardes à domicile ou les places de crèche, c'est adapté sur tout le territoire. D'accord. Le besoin, il est strictement le même. Ok. Alors, sur les places justement de crèche privée, comment ça fonctionne? Tiens, moi, je suis DRH d'une entreprise de 200 salariés à Saint-Malo. Combien de temps ça prend? Donc, j'ai bien compris que je ne payais pas de place que si je n'avais pas de demande de berceau. Mais combien de temps ça prend et combien ça me coûte? Alors, on va commencer par combien ça coûte pour essayer de répondre à la solution. C'est pour ça que vous avez le petit graphe. On a encore une fois en France la chance d'avoir des politiques natalistes et des politiques de soutien natalité qui font qu'il y a le crédit d'impôt famille qui couvre 50% du coût. C'est déductible de l'impôt sur les sociétés, ce qui fait qu'en moyenne, le reste à charge pour les entreprises par rapport au coût général n'est que d'un peu plus de 20%,
Ce qui veut dire que c'est comme ça que je calcule les 200 euros par mois. Ça fait 2400 euros par an, qui sont 20% du coût que ça représente pour l'entreprise. Mais ce crédit d'impôt, c'est un vrai remboursement. Et à partir du moment où vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, vous avez une vraie déduction. Pour les parents, parce que c'est aussi important d'accompagner les parents, quand ils vont aller sur une place en crèche, comme je l'ai mis là, ils vont payer de 46 à peu près à 5,23 €. C'est le mode de garde le plus économique pour les parents. Donc, ça coûte peut-être un peu plus pour l'entreprise, mais pour les parents, ça coûte moins. Couche incluse, j'ai noté. Couche et repas. Ouais, et repas. Donc, vous imaginez, vous restez 6 heures à la crèche, vous payez 50 centimes, ça vous coûte 3 €. C'est même pas le coût du repas. Et c'est pour ça qu'on a des indépendants qui sont à la fois parents et chefs d'entreprise, et ils se rendent compte qu'au global, pour eux, c'est moins cher. Si on prend en télétravail les 2 heures pendant lesquelles la personne doit s'occuper de son enfant, si c'est 2 heures par jour, 2 jours par semaine, mettez ça en rapport aux 200 € par mois et vous avez tout de suite l'économie et le bénéfice quantifiable dont vous parliez tout à l'heure. Oui, ça c'est pour le coût. Comment ça se passe? Nous, on contractualise avec les entreprises. On a une garantie qui est de trouver une place sous 7 jours. Donc, on connaît tous par ces systèmes publics le temps et la difficulté à obtenir des places. Mais nous, moi, je vous appelle à mon DRH de Saint-Malo. J'ai dit, j'ai trois collaborateurs qui vont avoir des enfants. On est en mai, là, en juin. On va le retrouver pour septembre. Non. Si on parle de la rentrée de septembre, une fois qu'on a signé, qu'on s'est mis d'accord, une semaine après, déjà on leur garantira une place, on vous dira où est-ce qu'ils iront. D'accord. Si je dis pour juin, on est sur les situations d'urgence de. Non, juin, c'est pas de l'urgence. Non, l'urgence, c'est si vous me dites c'est pour mercredi. Ah, d'accord, ok. Ou pour vendredi. D'accord. Non. Mais tout ça, pour juin, j'ai une réponse, j'allais dire presque instantanée. Okay, 7 jours, je le note bien. Mais oui, j'ai une réponse qui est garantie. Oui, ça c'est notre boulot. D'accord. En plus, n'oubliez pas, ayez bien en tête qu'on a beaucoup parlé de l'accueil, mais on est aussi sur l'éveil, ce qui veut dire que les professionnels en crèche, et c'est pour ça qu'elles sont là, on a des programmes, des cadres pédagogiques dans lesquels on éveille les enfants. Donc on les prépare, on les développe, que ce soit en motricité, que ce soit en compréhension, sur le cadre pédagogique qu'on donne, il permet d'accompagner l'éveil des enfants. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise vitesse à cet âge-là. Il n'y a pas un programme scolaire comme on l'a même en maternelle, mais on les prépare, on les socialise. Donc, il y a vraiment un apport pour la famille qui est fort. Alors, c'est moins un bénéfice direct pour l'entreprise, mais pour les salariés, c'est un vrai bénéfice aussi. J'espère, Anne, qu'on a répondu à votre question. Maintenant, il y a la question de Bérénice. L'accompagnement de la parentalité doit également passer par une évolution des mentalités du management, comme par exemple cesser les réunions qui démarrent à 18h. Ah ben, c'est une affirmation, Bérénice. Oui, il faut s'acculturer. Alors, j'ai du mal parce qu'il m'arrive de placer des réunions à 18h, donc j'ai un peu honte. Mais on essaie de se corriger. Ça fait partie de l'acculturation. Vous avez parfaitement raison. Clémentine, une place en crèche coûte donc environ 10 000 € bruts à l'entreprise. Alors, elle ne coûte pas, elle est facturée suivant les entreprises. Si vous en réservez 100, vous n'avez pas le même prix que si vous en réservez 2. Mais on va dire, elle est facturée de 10 000 à 12 000 €. Et donc, le reste à charge, le coût pour l'entreprise est d'un peu plus de 20% de ce coût-là. Donc, voilà. Enfin, moi, je retiens que 200 € par mois et par salarié, ou en tout cas par enfant placé, on dit comme ça. Oui. 200 €, à mon avis, il est très vite le retour sur investissement. Alors oui, il n'est peut-être pas forcément aussi tangible et aussi factuel qu'une facture, mais il me semble être d'une part direct en termes de bénéfices pour le collaborateur, 200 € à gagner en termes de charge mentale, de disponibilité, d'efficacité, de sérénité, d'absence de stress. Ça me semble vite gagné. Puis surtout, après, il y a le bénéfice induit, ou le bénéfice, tu parlais d'effet de halo, la féminisation des parcours, l'amélioration de l'attractivité de l'entreprise. Ça, me semble effectivement, on s'y retrouve vite, me semble-t-il.
Merci beaucoup, Sacha. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Juste, on termine souvent les webinaires Parlons RH par deux questions, qui est ton coup de com' et ton coup de cœur. Alors, quel est ton coup de com' et quel est ton coup de cœur? Alors, mon coup de com et notre fierté, c'est qu'on va être les premiers en France à inclure les 4C dans notre programme pédagogique pour les crèches. Alors, Les 4C donc, sont les compétences clés du 21e siècle telles que définies par Harvard et par l'OCDE. Donc, c'est la pensée critique, la collaboration, la communication. il en manque un. Et la collaboration. Collaboration, communication, pensée critique. Évidemment, ça m'échappe. C'est pas grave, mais en fait, pensée critique est le dernier, donc j'ai du mal à les remettre dans le bon sens. Et du coup, on est les premiers à rentrer dans ce programme pédagogique, ce qui veut dire que les activités, on a remis en place des nouvelles activités qui vont, créativité, pardon, voilà, ça y est, ça revient, qui vont développer ces éléments-là, et la posture de nos professionnels vis-à-vis des parents et vis-à-vis des enfants, elle s'articule autour des 4C, et notre programme de formation interne s'articule autour des 4C. Donc, on est très fiers d'être à l'avant-garde de ce qui se fait pour le 21e siècle dans ce cadre-là. Alors, avant de nous donner, et vous avez raison, avant de nous donner ton coup de cœur, juste une dernière question, Grégory. Comment gérer une direction qui souhaite donner ses places de crèche uniquement à ses managers? Alors, je ne sais pas si ça arrive, si vous rencontrez souvent ce cas ou pas. Normalement, non. Alors, on recommande aux entreprises un système de gestion de leur liste d'attente, où on donne très classiquement des points pour que ce soit tout à fait équitable. Dans une entreprise, on donne des points. Et en général, nous, ce qu'on recommande aux entreprises, c'est par exemple de donner plus de points à des familles monoparentales. C'est de donner plus de points aux salariés qui sont qui sont sur des salaires un peu plus faibles. Donc, au contraire, on a ce système de points. Mais évidemment, in fine, c'est le DRH de l'entreprise qui décide. Hein. Mais on a l'habitude de mettre en place ces grilles qui permettent justement d'aider les jeunes parents qui sont le plus dans le besoin de soutien. Ça serait surprenant de mettre en place un dispositif ayant pour vocation à diminuer l'inégalité par une mesure discriminatoire, en fait. Mais le monde est fait ainsi, ça peut arriver. Alors, quel est ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, on est à 100 jours des JO. Donc, mon coup de cœur, c'est une sportive française qui va participer aux JO, qui est recordman de France dans sa discipline. Et dans ce cas-là, c'est la perche. Hein. Elle a passé 4,75 m. Elle a été maman en février 2021. C'est Ninon Guillon-Romarin. Maman en février 2021, et elle participe aux JO en août 2021. Donc, chapeau, parce que franchement, le sport de haut niveau, c'est impressionnant. Moi, je suis toujours admiratif devant les sportifs féminines. Et en plus, elle a été maman il y a quelques mois. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Ouais, je lui souhaite évidemment la médaille d'or. Hein. On va la suivre. On va la suivre. Déjà, de participer, c'est un exploit. Son nom, si tu redonnes-le? Ninon Guillon-Romarin. Voilà qui suivre. Merci infiniment, Sacha, pour cet échange, pour ta présence. Merci à toutes et tous. Merci, Thomas. De votre présence également et de vos questions. On n'a pas pu forcément exactement toutes les prendre, mais on essaie de respecter à chaque fois l'horaire. C'est un sujet passionnant parce qu'il adresse l'entreprise d'un point de vue microéconomique, mais aussi la société d'un point de vue beaucoup plus sociétal. Et je trouve que les petits chaperons rouges font bien le lien entre les deux. Merci encore une fois beaucoup et au plaisir de continuer à échanger, à parler RH et parler parentalité. Merci à vous tous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 24 juin, donc dans un mois, pour le 49e webinaire Parlons RH. Toujours à 11h, cette fois avec Patrick Bouvard, rédacteur en chef de RH Info. Le sujet sera continuité ou métamorphose, quel devenir, au pluriel, pour le lien RH. On reste, vous voyez, dans cette dynamique de comment refonder une relation tant contractuelle que personnelle et professionnelle pour susciter l'engagement. Voilà, ça sera la parentalité, l'accompagnement de la parentalité en est un bon exemple. Et là, on verra la chose de façon beaucoup plus globale. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.